Merci de nous choisir. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Au sommaire de cette édition, l'ordre des pharmaciens du Sénégal sur le double meurtre de Ndioum. En réunion de crise à l'instant, il annonce d'importantes décisions. Le Sud-Just remet ça. Le syndicat des travailleurs de la justice a encore décrété 72 heures de grève. Le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme accuse le gouvernement de créer une insécurité judiciaire. Le prix du sucre en poudre a connu une hausse et ce sont les conséquences de la pénurie constatée sur le marché. Les boutiquiers qui spéculent refusent qu'on leur fasse porter la responsabilité. Barthélémy Diaz vient d'être entendu par la commission ad hoc de l'Assemblée nationale chargée d'examiner la levée de son immunité parlementaire. Un rapport sera soumis à la plénière de vendredi. Et puis scène de violence à la permanence de l'APR. L'administrateur adjoint du parti au pouvoir clarifie la situation. D'après Sana Kamara, ceux qui ont fait du forcing hier ne sont pas connus à l'APR. L'actualité internationale dominée par l'élection présidentielle aux États-Unis. Georges Déthié, bonjour. Bonjour Antoine. Les grandes lignes donc. Oui, à l'écoute de l'Amérique en vedette ce mardi, Donald Trump, Hillary Clinton. Les Américains font leur choix aujourd'hui. Les yeux rivés donc sur les États-Unis. Nouvelle attaque terroriste au Niger. 5 soldats tués à Bani Bangou dans la région de Tillabéri, proche du Mali. Les titres sports avec Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour à vous Antoine Diouf et bonjour à tous. L'actualité des sports dominée par la lutte et le football. Le football d'abord, Afrique du Sud de Sénégal de samedi prochain en éliminatoire du mondial Russie. Les Lions au complet aujourd'hui. Les 7 jours absents vont rejoindre donc la tanière. D'ailleurs la délégation quitte Johannesburg cet après-midi pour rejoindre Polokwane. Et puis en lutte, le combat gris Bordeaux-Balaguer numéro 2 n'est plus à l'heure du jour, du moins du côté du promoteur Hassan Diaye. Ça coince à l'écurie. Alors quel avenir pour l'ancien roi des arènes? La réponse dans ce journal. Point de vue sur l'élection présidentielle américaine, comment envisagez-vous l'issue de cette élection? Ce sera dans quelques minutes le débat du jour. Bienvenue à toutes et à tous. Et puis notez que la chronique du jour est signée Papa Sambakana. Antoine Diouf. Réunion de crise de l'ordre des pharmaciens du Sénégal, c'est en ce moment. Et c'est sur le double meurtre de Ndioum dans une officine de pharmacie. Cet après-midi, lors d'une conférence de presse, l'ordre des pharmaciens du Sénégal va annoncer d'importantes décisions. C'est reparti pour 72 heures de grève à partir d'aujourd'hui. Le Sud-Just poursuit la lutte pour amener l'État à accéder aux revendications des travailleurs de la justice. En réaction à cette situation, le président de la Ligue sénégalaise des droits humains parle d'insécurité judiciaire orchestrée par le gouvernement. Maître Hassan Diomandjaye invite le gouvernement à ouvrir des négociations avec le Sud-Just. Nous l'écoutons avec El Hadj Daouda Diouf. On a l'impression que l'État ne mesure pas la gravité de la situation. Depuis presque 3 mois, le système judiciaire est totalement paralysé. Il n'y a plus d'audience, les délibérés ne sont pas vidés. Donc, le système judiciaire est en totale dislocation. Et les justiciables ne savent plus à quel sein se vouer. Et il ne peut pas y avoir d'État sans un système judiciaire efficient qui est le socle de la société. On parle d'insécurité, mais en réalité, sans une justice qui fonctionne, il ne peut pas y avoir ni stabilité sociale, ni stabilité politique, encore moins économique. C'est la raison pour laquelle, évidemment, c'est une alerte de nouveau. Nous invitons l'État à ouvrir des négociations le plus rapidement possible avec le syndicat des travailleurs de la justice pour qu'enfin on trouve une solution afin de sauver encore cette année judiciaire qui commence. Donc sur cette perturbation récurrente, la semaine dernière c'était 72 heures, aujourd'hui encore on a décrété 72 heures et on menace même d'aller vers une grève illimitée. Et on ne sent pas évidemment une esquisse même de solution. Donc tout le monde doit se mobiliser aujourd'hui, les porteurs de voix, tous les acteurs sociaux, tous les hommes épris de paix de justice pour qu'enfin notre justice puisse retrouver évidemment un fonctionnement normal. Il est bien de créer des institutions, mais encore faudrait-il que celles qui existent puissent fonctionner. Je pense qu'aujourd'hui, l'État ne prend pas ses responsabilités, et d'autant que c'est des revendications qui sont légitimes. On doit mettre ces greffiers dans des conditions qui leur permettent de faire leur travail. Et puis pour reparler du double meurtre de Ndioum, sachez qu'Ibrahim Diallo, l'un des agents
de la pharmacie qui a été tué dimanche à Ndioum a été inhumé tout à l'heure à Ndioum même en présence d'une foule nombreuse. Le défunt qui laisse une épouse et des enfants est à Ndioum depuis l'ouverture de la pharmacie en 1977, nous dit Al-Ousseinou Diagne. Il est 12h05, vous suivez le grand journal. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Le député Barthélémy Diaz vient d'être auditionné par la commission ad hoc de l'Assemblée nationale chargée d'étudier la levée de son immunité parlementaire. Barthélémy Diaz était en présence de Maître Aïssata Tall Sall, son avocat. Par ailleurs député, la commission soumettra son rapport vendredi 11 novembre prochain à la plénière de l'Assemblée nationale. L'administrateur adjoint de l'APR apporte des précisions par rapport aux échauffourées qui ont eu lieu hier au siège du parti présidentiel. D'après Sana Camara, les personnes qui sont à l'origine des violences ont fait un forcing parce qu'elles n'étaient pas autorisées à tenir une conférence de presse sur les lieux. En plus de cela, elles sont inconnues à l'APR. Sana Camara est avec El Hadj Daouda Diouf. L'APR est bien structurée. On a notre règlement intérieur, comment ça fonctionne. Donc il y a une dame qui avait laissé depuis le 3 une demande d'autorisation de salle pour tenir une conférence de presse. La femme, on ne l'a jamais connue. Elle s'appelle le nom de Kiam. Donc dès que j'ai vu la demande dans le courrier hier, je l'ai appelée pour lui dire que madame, on est désolé, on ne peut pas vous remettre la salle. Elle m'a dit qu'elle va faire un forcing. J'ai dit dans ce cas, vous pouvez tenir votre conférence de presse, mais pas au siège, parce qu'il faut avoir l'autorisation. J'ai des supérieurs hiérarchiques que je dois rendre compte au fur et à mesure de ce qui se passe dans la salle. Voilà exactement. Alors, la dame est arrivée vers 15h, elle dit qu'elle va forcer pour rentrer. Malheureusement, elle n'est pas rentrée. C'est finalement qu'ils ont forcé la porte pour nous trouver à l'intérieur, pour essayer de nous agresser. On les a repoussés, ils sont partis. Maintenant, ce qui s'est passé dans la rue, vraiment, je ne gère pas la rue publique. Je gère un siège d'un parti. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Antoine Diouf. 12h08, les commerçants qui vendent le sucre au détail ont profité de la pénurie de ces derniers temps pour augmenter les prix. Certains ont même ajouté 50 francs CFA sur le tarif initial et même plus. Interrogés par notre reporter, ces boutiquiers déclarent que ce sont les grossistes qui ont augmenté les prix, mais pas eux. Sornana Tambaye. Qui dit rareté, dit cherté. Après plusieurs semaines de manque, le prix du sucre en poudre a grimpé dans certains points de vente. Les consommateurs l'ont constaté d'eux-mêmes. Le kilo coûtait 600 francs et là ça coûte 650 francs. Moi, c'est ce que j'utilise pour le petit déjeuner. Cette dame habituée à faire du thé tous les jours a vite senti cette perturbation sur le marché. Tous les jours, j'achète un sachet de 250 grammes. 250 francs, le prix est passé à 175 francs. Le sucre en morceaux local, ce n'est pas bon pour le thé. Ça altère la texture. Pourtant, les boutiquiers continuent de se défendre. Boubacar achète le sac à 27 750 francs au lieu de 27 500. Malgré tout, il ne veut pas décevoir ses clients, dit-il. Je n'ai pas besoin d'augmenter le prix, ce n'est pas bien grave. Je préfère perdre quelques sous plutôt que Lauratou, vendeuse de beignets, confirme les dires de Boubacar. Franchement, Boubacar me vend le kilo à 600 francs. Tant qu'il y a monopole dans le secteur, il y aura toujours des dysfonctionnements. C'est Aliou qui parle. On doit libéraliser le marché du sucre. Mimran doit produire du sucre et laisser les autres opérateurs amener le sucre. Comme ça, il y aura concurrence au Sénégal. Sans cela, le sucre va manquer toujours au Sénégal. Pénurie ou perturbation, qu'importe le terme, un seul fait compte. La quantité de sucre en poudre ne couvre pas les besoins et les commerçants ont vite fait d'augmenter le prix. La santé en milieu scolaire à Louga, c'est un projet de dépistage de la vision et de déparasitage qui a été initié. 10 000 élèves et 100 enseignants dans 19 établissements scolaires et d'Ara sont concernés. Ces élèves et enseignants des communes de Louga et Nguidile pourront obtenir gratuitement des paires de lunettes. Abdoulaye Sambou.
Les problèmes de vision en milieu scolaire font légion. C'est pour aider les parents d'élèves démunis que le projet sur le dépistage des vices de réfraction et le déparasitage en milieu scolaire a été lancé à Louga et concerne 19 écoles, dont 3 daara dans les communes de Louga et Guidileur. Objectif, dépister 10 000 élèves et 100 enseignants. Samba Fall, chargé du volet santé-nutrition à l'IF de Louga. Certains élèves ont des problèmes de vision. Il suffit simplement d'avoir un œil attentif sur eux par rapport à leur écriture, par rapport à leur manière de lire. On se rend compte véritablement que certains élèves ont des problèmes de vision à l'école. Et cela déteint négativement sur leur processus d'enseignement-apprentissage et sur leur performance en milieu. Mais la nouveauté par rapport à l'intervention des partenaires que sont SAICEVE et le PCD, c'est de doter gratuitement d'enfants souffrant de problèmes de vision, de verres de correction. Et surtout d'enseignants aussi. Les 100 enseignants qui seront dépistés au même titre que les élèves, et ceux-là même qui ont des problèmes de vision bénéficieront, après consultation auprès de l'ophtalmologue, gratuitement aussi de verres de correction. Après dépistage, les élèves qui ont des problèmes de vision sont référés auprès de l'ophtalmologue. Les élèves qui ont des problèmes de vision seront référés au niveau de l'ophtalmologue. Après prise en charge, consultation, vont bénéficier gratuitement de lunettes de correction. Ce sont des erreurs de réfraction qui concernent ce projet-là. On les appelle scientifiquement des vices de réfraction. C'est la myopie, c'est l'hypermétropie, c'est l'astigmatisme. Les parents d'élèves présents au lancement du projet se sont félicités de cette démarche qui ôte une épine dans le pied. Abdoulaye Samboulouga, Radio Futur Média. Les pays africains définissent une nouvelle approche. Elle s'appelle Une seule santé. Si cette approche est adoptée et mise en œuvre, elle va permettre de combattre les problèmes de santé sur le continent, notamment les épidémies. Ces maladies, pour la plupart, sont d'origine animale et cela nécessite une riposte basée sur la multidisciplinarité, ce qui explique la rencontre des ministres de la Santé, de l'Élevage, de l'Agriculture et de l'Environnement, ministres africains. Rencontre à Dakar, compte rendu à Wambaye. Les épidémies causent des milliers de mortalités humaines et animales en Afrique. La vallée du Rift, l'influenza aviaire, le virus Ebola sont toutes des maladies d'origine animale qui se propagent à la faveur d'activités humaines comme l'élevage, l'agriculture, le commerce ou encore le transport. Et pour vaincre ces fléaux, il faut une approche multidisciplinaire bien coordonnée et les gouvernements africains aidés par des experts ont trouvé le concept Une seule santé. C'est une politique de santé publique et animale. Professeur Awamari Kolsek, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Il faut que nous travaillions ensemble, dans une synergie, dans un partenariat. Nous avons vu des épidémies, comme la maladie à virus Ebola, la grippe aviaire, la fièvre de la vallée du Rift, qui sont des maladies animales, mais également humaines. Ce qui fait que nous ne pouvons pas ne pas travailler ensemble. Et ce concept d'une seule santé nous met ensemble et nous oblige à travailler ensemble. Et je dis aussi plus pour une meilleure riposte et pour plus de résultats. Nous avons 17 pays qui sont présents aujourd'hui. Et cela montre vraiment que chaque pays voudra mettre en œuvre sa stratégie en fonction de ses réalités, mais également créer des structures capables de mener la riposte si jamais c'est nécessaire. Le concept Une seule santé est élaboré par des techniciens, mais il demande l'implication de la communauté qui doit s'organiser pour barrer la route à ces maladies qui freinent le développement du continent. RFM. L'actualité internationale. Georges Dechediop, la forte actualité ce mardi, ce sont les États-Unis, élection présidentielle. Aujourd'hui, l'Amérique choisit entre Donald Trump et Hillary Clinton. Président ou présidente, première chance pour Donald Trump, le candidat qui fait peur. Deuxième pour Hillary Clinton, l'ancienne première dame, qui va être commandeur en chef après une longue campagne électorale. L'heure du choix a donc sonné pour les Américains. En direct avec nous, Baba Aydara, bonjour. Bonjour Georges. Alors c'est Election Day chez vous? Oui, Election Day, comme on aime le dire ici aux États-Unis, la conclusion appartient aux Américains. Après la campagne électorale la plus déchirante de l'histoire politique américaine, Hillary Rodham Clinton, 69 ans, a terminé son marathon électoral par une soirée aux allures de concert à l'américain. En Philadelphie, des stars de rock sont venues appuyer celle qui aspire à devenir la première femme présidente de l'histoire des États-Unis d'Amérique. À son côté,
Chelsea Clinton, sa fille, l'ex-président Bill Clinton et bien sûr le couple Obama. Donald Trump, 70 ans, à son côté, a sillonné 5 États, la Floride, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie et le New Hampshire. New York, où je me rends en ce moment, est en état d'alerte. Hillary sera au cœur de Manhattan, au Javits Center. Donald Trump qui a prévu un événement plus intime à Hilton Hotel, au cœur même de Manhattan, George. Alors, Barak, excusez-moi, je voudrais parler, Baba Aïdara, plutôt des derniers sondages qui déclarent, qui font savoir que les deux candidats sont au coude à coude. Les bureaux de vote sont ouverts plutôt dans 9 États. Aujourd'hui, est-ce que l'on peut attendre les résultats vers 2h du matin le 9 novembre? Oui, c'est sûr, parce que les bureaux de vote vont commencer à fermer leurs portes à partir de 20h heure locale. Donc, 2 heures de temps après la fermeture de ces bureaux de vote, on pourra avoir les résultats. Donc, ici, on peut dire, bien sûr, vers les coups de 23h heure de New York, Georges. Et il faut retenir aussi que c'est Hillary qui a toujours une mince avance sur les sondages. Est-ce que cela trouverait une explication dans la dernière sortie du FBI? Oui, ça a complètement ébranlé la campagne électorale. Donald Trump n'avait même pas apprécié la sortie du patron du FBI, mais n'empêche, les démocrates avaient jubilé sur cette sortie du FBI. Ça a vraiment ébranlé le dernier jour de la campagne, et actuellement c'est toujours l'ex-première dame, l'ex-secrétaire d'État Hillary Rodham Clinton qui devance dans les sondages. Une question de Antoine Diouf Baba Aïdara. Oui. Peut-on se permettre, disons, qu'on peut dire qu'Hillary pourrait gagner cette élection présidentielle? Oui, Antoine, voir les sondages, on peut toujours retenir que Hillary peut bel et bien occuper le Pennsylvania Avenue. De toute façon, l'Amérique a une démocratie très avancée, l'Amérique a une démocratie très mûre, les femmes sont très nombreuses et actuellement, elle a déjà gagné le vote des femmes suite aux incidents de Donald Trump envers les femmes, ses messages, sa forme de l'arrogance. Les femmes ont fini même de qualifier Donald Trump l'homme le plus arrogant de l'histoire américaine. Donc vous voyez, il y a déjà des atouts pour l'ex-secrétaire d'État de Obama, Hillary Rodham Clinton, qui aussi, sa fille participe activement dans les milieux des jeunes femmes, et surtout encore cette jeunesse américaine qui se retrouve bien dans les messages de Hillary. Alors, pour être président aux États-Unis, il faut forcément avoir 270 grands électeurs. Est-ce qu'on peut s'attendre à un scénario surprise? Dans ce côté, non. C'est le vote c'est l'autre vote qui peut poser problème. Mais sur les grands électeurs en ce moment, je ne pense pas si l'on se base sur les sondages, c'est toujours Hillary Rodham Clinton qui a l'avantage avec ses grands électeurs. Voir la cartographie qui a été lancée dans les grandes télévisions ici aux États-Unis. Merci Baba Aïdara, on vous retrouve dans nos éditions spéciales sur Radio Futur Média. Ce sera demain à partir de 6h du matin. Toute la matinée de demain donc sera consacrée à l'élection présidentielle américaine. Georges Detchediop, on poursuit encore une attaque terroriste au Niger. Des militaires ont été tués. Oui, 5 soldats nigériens ont été tués et 4 sont portés disparus. L'attaque terroriste est intervenue tôt ce matin dans une localité de la zone de Oulam dans l'ouest du pays, proche du Mali donc. Il y a eu 3 blessés selon une source sécuritaire qui s'est confiée à l'AFP, l'agence France Presse.
Vaste mouvement d'humeur en Côte d'Ivoire, une grève générale des fonctionnaires. Les fonctionnaires ivoiriens observent à partir de ce mardi une grève de 72 heures, un arrêt de travail pour dénoncer une réforme des retraités qui baisse les pensions de 30 à 50%, réforme intervenue en 2012, mais les premiers effets se font sentir en 2016 avec la mise à la retraite de fonctionnaires touchés par la loi. La réforme fait passer l'âge de la retraite de 55 à 60 ans, voire 65 ans pour les grades les plus élevés. Les cotisations augmentent de 6 à 8,33% du salaire, alors que les pensions ont été réduites de 30 à 50% selon les catégories. Antoine. Georges Detchediop, merci pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur l'élection présidentielle américaine, comment vous envisagez l'issue du scrutin? Vous aurez la parole dans quelques minutes. RFM Sport. Cher Tidiane Diagne, rebonjour. Bonjour à Diouf. Du football, Afrique du Sud Sénégal, c'est samedi prochain. Un éliminatoire du mondial Russie 2018. Les Lions au complet aujourd'hui. Les 7 joueurs absents hier rejoignent la tanière dans la journée. Il s'agit entre autres de Sadio Mané, Yao Baldé Keita, Kalidou Koulibaly. D'ailleurs, la délégation qui a entamé son regroupement à Johannesburg rejoint Polokwane dans la journée. C'est dans cette ville que va se jouer donc cette rencontre samedi prochain à 13h heure de Dakar. Leader de son groupe, le Sénégal, veut le rester à l'issue de la journée. Tout de même, ce n'est pas gagné d'avance, avertit le capitaine des Lions, que je vous propose d'écouter. Oui, ça s'est bien passé. Après avoir fait 11 heures de vol, là maintenant, faut remercier le bon Dieu. On est arrivé sain et sauf à Johannesburg. Maintenant, faut attendre le reste du groupe pour bien pouvoir commencer le début du stage. Ouais, dès qu'on est arrivé, après on a fait un réveil musculaire, mais bon, c'était pas quelque chose de grand, donc il fallait seulement réveiller les muscles. Et je pense qu'on l'a bien fait. Maintenant, il faut attendre le reste du groupe pour bien pouvoir commencer le travail. Déjà, il faut savoir que ce match-là, c'est un match important. Pour nous, ce sera une finale. Comme je l'ai dit il y a 4 semaines, tous les matchs, c'est des finales. Donc nous, on est là pour essayer de gagner quelque chose. Et Inch'Allah, on le fera en équipe. Et on n'est pas venu ici pour perdre. Donc on est là pour vraiment essayer de gagner des points. Priez pour nous, d'être derrière nous. Et Inch'Allah, nous, on va essayer de faire ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est entrer sur le terrain, mouiller le maillot et essayer vraiment de gagner ce match pour le peuple sénégalais. Cheikhou Kouyaté, capitaine des Lions du Sénégal, hier à l'issue donc de la première séance d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal qui s'est déroulée à Johannesburg, la capitale sud-africaine. Il est interrogé par le soin du service communication de la Fédération sénégalaise de football. Antoine. En lutte, cher Tidiane, la confrontation Gris-Bordeaux-Balla-Gaye 2 n'est plus à l'ordre du jour. Du moins du côté du promoteur Hassan Ndiaye qui faisait les démarches, mais cela a coincé du côté de l'écurie face. Quel avenir alors pour l'ancien roi des arènes Balla Gaye, resté une année sans combattre? Abdoulaye Dembélé, notre confrère de Sunilam, répond à cette question. La situation est telle qu'aujourd'hui, Balla Gaye 2 a un avenir très sombre. Parce qu'il a été snobé par Modou Lo. Il espérait en découdre avec Gris Bordeaux, refusant la revanche face à Tapha Tine. Donc si aujourd'hui la situation est telle que Hassan Ndiaye s'est débarrassé de ce combat, et qu'un autre promoteur, par exemple Aziz Ndiaye, ne s'est pas signalé pour monter la même affiche, je pense que ça explique que l'avenir de Balla Gaye 2 est déjà très sombre. Ça sera une situation qui va occasionner beaucoup de conséquences pour Balla, parce que sportivement, sa valeur marchande va baisser, sa cote de popularité également, mais il sera sous la menace des espoirs aux dents très longues, qui sont en train de montrer qu'ils ont leur place dans la cour des grands. Donc, face à cette situation, Balla Gaye 2 s'expose davantage, il va s'éloigner du titre, et ce qui va handicaper davantage sa carrière.
Voilà, toutes nos tentatives pour entrer en contact avec l'écurie face sont restées vaines. Tout de même, on a essayé avec le promoteur qui dit en tout cas être passé à autre chose. Actuellement même, il se trouve dans les locaux du CNG de lutte pour choisir donc ses dates de combat. Il s'agit bien entendu d'Assane Ndiaye de Bawol Production Antoine Diouf. Cher Tidiane Diagne, merci. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour signée Papa Sambakana. Il y a quelques semaines, sous cette même chronique, intrigué et surtout inquiété par la grande agitation autour des transactions sur la prospection pétrolière, j'avais choisi, pour ne pas exploser de rage devant la confusion généralisée qui l'accompagnait, de rire de toute cette agitation. D'autant plus légitimement, pensais-je, que le Premier ministre John venait, quoiqu'un peu laborieusement, d'apporter des éclaircissements dans ce qui, avant cette com primatoriale, apparaissait comme un nœud inextricable. Ma rageuse rigolade me fit dire que tous ces excités qui disaient tout et n'importe quoi sur une affaire de grande importance, voulant la plus grande sérénité, étaient comme ces jeunes désœuvrés qui respiraient de l'essence pour se saouler. Seulement, ici, vu les quantités de gaz et de pétrole qui les avaient excités, il fallait bien trouver quelques concepts qui soient à la hauteur, et ce fut la gazerie nationale. Il n'y avait bien sûr que nous, à avoir le cœur à rire, avions-nous pensé, quoique cela nous fit un grand bien. Alors survint Franck Timis pour porter plainte contre la moitié de la classe politique sénégalaise, ajoutant de la cacophonie à la cacophonie. Étrangement, et contre toute attente, cela déboucha sur une sorte de cessez-le-feu unilatéral chez ces derniers comme chez les francs-tireurs qui sont dans le coup. Qu'est-ce que cela veut-il dire? La plainte de Timis fait-elle plus peur qu'on a voulu l'admettre? Dieu seul sait. En tout cas, cette trêve dans la guerre verbale du pétrole permet d'en cerner un peu plus sereinement les vrais enjeux financiers, certes, mais surtout stratégiques au plan économique comme politique et diplomatique. Ces quantités de gaz et de pétrole attendues chez nous placent notre pays au cœur de grandes manœuvres géostratégiques et de manœuvriers d'un autre calibre que Timis Corporation. Des manœuvriers qui, quand ils bougent, font bouger leurs États et pas des moindres. Nous n'en citerons que la France et les États-Unis. On a vu le PM français Manuel Valls en visite éclair chez nous, début octobre, annoncer l'intérêt de son pays, suivi de très peu dans une grande interview par l'ambassadeur de France. La place de Total autour de la table était au centre de leurs préoccupations. Les Américains, eux, se font discrets depuis le trop plein de bruit autour du rachat par Cosmos du gros des contrats de Timis, mais n'en restent pas moins attentifs à tout ce qui frémit autour du pétrole et du gaz sénégalais. Eux n'exploitent quasiment plus leur propre gisement, entre autres, pour des raisons de préservation. Et l'Arabie Saoudite, leur pourvoyeuse attitrée, devient problématique pour des raisons qui à longue durée sont ailleurs et se sont bien conscients de n'avoir fait que les survoler. Alors que ce pétrole de chez nous est presque ce que chez eux on appelle... Bonjour Mohamed Alouba. Bonjour. On commence cette revue de presse par ces malfrats qui sèment l'horreur à Ndioum, c'est dans le nord du pays. Deux vigiles égorgés, Ibrahima Diallo et Moustapha Faye, retrouvés, souligne la tribune, dans une mare de 100 gorges tranchées. Selon le journal L'Observateur, ce sont deux employés d'une pharmacie tués à coups de briques. La découverte a été faite, note encore la tribune, par la domestique venue nettoyer les locaux de la pharmacie où officiaient les victimes. L'info s'est répandue, note le journal, comme une traînée de poudre. La gendarmerie a ouvert une enquête. Les meurtres qui se succèdent à un rythme incompréhensible, souligne le journal, reposent la question de la peine de mort à infliger aux auteurs de ces actes barbares attribués souvent à des drogués. Cette violente bagarre au siège de l'APR, la guerre de leadership dégénère à la Cogère, la convergence des jeunesses républicaines, deux blessés dans les échauffourées devant le siège de l'APR. Le populaire raconte, c'est le syndrome Abdombo qui a touché la coordinatrice de la Cogère, Madame Thérèse Faye, frappée par la limite d'âge. Une frange de la Cogère contestant le leadership de la bonne dame, dispersée à coups de bâton, de tabouret et autres gourdins. C'est alors qu'elle voulait tenir une réunion dans les locaux de la permanence dont les portes ont été fermées. Madame Arem Babou, celle qui mène la fronde, et son groupe, tous décrits comme étant des proches de Mambaïnian, tabassés par des nervis. Bataille rangée entre les jeunes.
Un jeune blessé, l'arcade sourcilière dont des nervis déchirés lors de la riposte des jeunes qui l'ont roué de coups, de pieds et de tabourets à terre, baignant dans son sang. Ce n'est qu'après la bataille qu'il sera évacué par ses camarades. Revenant sur les présumés commanditaires, Madame Mariem Babou, qui déclare sa candidature à la tête de la Cogère de la Chine, on a le droit de tenir une rencontre dans un parti dans lequel nous sommes membres. Ces attaques, affirme-t-elle, ne viennent pas de nulle part. C'est téléguidé. Les commanditaires sont tapis dans notre parti. Thérèse Faye, vers qui les soupçons vont, n'a pas pris son téléphone, indique le Populaire. Elle n'a pas réagi. Commentaire de sucré salé du quotidien. L'arrogance et la violence étaient des identités remarquables sous Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, le pouvoir a rendu fou ces jeunes de la paire qui se sont illustrés hier par la violence. Et encore, c'est au moment où Barthélémy Diaz refait l'actualité du fait des nervis comme ceux du Parti socialiste qui se sont distingués le 5 mars dernier que les hommes de Macky Sall testent le sang de gros bras. À chacun ses sauvageons, s'exclament les biétistes. Et ces sauvages, mais cherchez les commanditaires, cette fois plaide le confrère. Nous reparlons du projet de loi organique sur la plus haute juridiction, la suprême réforme. Le quotidien qui s'y colle note qu'avec cette réforme, la justice fait un grand pas, un pas de géant qui vient à propos, et pour cause, il y aura une instauration d'une commission d'indemnisation pour des détenus définitivement acquittés, réduction aussi des délais sur les contentieux sur les marchés publics. Conclusion du confrère, le projet de loi qui est appelé à abroger la loi organique 2008-35 contient des avancées dont même ses détracteurs se félicitent. La visite de Mohamed VI sur TF1, les noms du séjour de Sa Majesté dans le journal Enquête ce matin. Le confrère note que le souverain marocain est moins préoccupé par le retour presque acquis de son pays dans l'Union africaine. Ce qui l'inquiète, relève le journal, c'est comment obtenir l'exclusion de la race, ex-colonie espagnole contrôlée depuis 1975 par Rabat et dont le Front Polisario soutenu par l'Algérie réclame l'indépendance. Le Maroc considère que le Sénégal, qui a affiché un soutien sans faille au Maroc dans cette démarche, est d'une importance stratégique pour que son pays fasse peser la balance de son côté. À la une de l'Observateur, le Sénégal prend la présidence du Conseil de sécurité. Notre pays sur le toit du monde, titre le journal. À New York, à Mankeur Ndiaye, le ministre des Affaires étrangères oriente la planète sur la réflexion sur les menaces des opérations de paix. Le Sénégal préside le Conseil de sécurité de l'ONU durant tout le mois de novembre. Notre pays, le plus grand pourvoyeur de policiers à l'étranger. 7e mondial au renforcement des effectifs militaires de l'ONU. Et puis, jour de vérité pour Trump et Hillary. Les Américains votent aujourd'hui pour élire le président qui, du milliardaire ou de l'ancien secrétaire d'État, va l'emporter. Selon les derniers sondages repris par le Populaire, Hillary Clinton disposerait d'une légère avance de 2,9 points, mais Trump, qui veut créer la surprise, n'a pas dit son dernier mot. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue, c'est sur l'élection présidentielle américaine qui se déroule aujourd'hui même. Qu'en pensez-vous? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Deux confrères en ligne pour analyser tout cela. D'abord, Kadiali Diakité. Bonjour Kadiali. Bonjour. Journaliste, écrivain. Il y a également Mamadou Thior. Bonjour Mamadou. Bonjour Antoine. Journaliste diplômé en littérature et civilisation américaine. Vous êtes à la RTS. Alors, Kadiali Gassama d'abord. Kadiali Diakité, pardon. Question très ouverte. Comment voyez-vous cette élection présidentielle américaine? Alors, cette élection présidentielle, on peut dire qu'elle est inédite parce qu'elle met en présence deux partis des États-Unis. Elle présente une société États-Unis divisée entre deux représentants de la société américaine, notamment Hillary Clinton, qui est un homme, une femme de l'appareil politique
américain. Candidat démocrate, oui. Candidat démocrate et un Donald Trump qui n'est pas un homme d'appareil, qui est un homme, on peut dire, qui sort de la société américaine et qui n'a pas le même profil que ceux qu'on avait l'habitude de voir, qui sont les hommes de Washington, comme on dit, et qui se rapprochent un peu plus d'un certain nombre de catégories sociales et qui se sentent plus à l'aise avec Trump qu'avec des hommes d'appareil, ou en tout cas des gens d'appareil comme Clinton. Oui. Et aujourd'hui, on est en plein jour de l'élection du scrutin, et un scrutin qui va être très serré et qui va se jouer sur le fil. Et ce qui est intéressant, c'est que avec cette élection, quels que soient les résultats, l'Amérique aura démontré que tout est possible aux États-Unis. Dans la démocratie américaine, tout est possible. Dans la mesure où, si c'est Clinton qui passe, ce sera pour la première fois une femme qui va être qui va occuper le fameux bureau ovale de la Maison-Blanche. Et si c'est Trump qui gagne, ce sera pour la première fois quelqu'un qui n'est pas tout de l'appareil du système et qui va être élu et qui pratiquement parle le même langage que le petit peuple américain et surtout le petit peuple blanc qui se retrouve de plus en plus dans la démarche, en tout cas la vision de Trump. De l'américain moins. Voilà, l'américain moins et surtout blanc. Oui, surtout blanc. Très bien. Alors, Kadiali, vous gardez la ligne, le temps de recueillir le point de vue de Mamadou Thior. Alors, Mamadou, comment voyez-vous cette élection ? Oui, Antoine, il faut dire que c'est une élection de tous les possibles, parce que, vous savez, le Parti républicain est un peu pris à son propre piège, parce que pendant les 8 ans de présidence de Barack Obama, ce parti-là s'est employé à ne peindre que du noir de la présidence Obama. Et résultat, ils n'ont pas vu quelqu'un comme Donald Trump qui est sorti de leur flanc. Parce que Donald Trump n'était pas le candidat que les républicains, du moins les responsables du parti attendaient. Donc ils se sont tellement focalisés à mettre les bâtons dans les roues d'Obama que finalement ils se sont retrouvés avec un danger. Parce que vous voyez, Donald Trump, presque la majorité des responsables des républicains, ils détestent le candidat. Et ils sont allés jusqu'à dire qu'ils ne voteront pas pour lui. Une première dans avec des défections, comme beaucoup de défections. Paul Ryan, qui n'est pas n'importe qui dans le camp républicain. Le président de la chambre basse, la chambre des représentants. Entre autres. Donc, tous ces gens-là, même Mitch McConnell, qui est le leader de la majorité au Sénat, tous ces gens-là se sont démarqués de Donald Trump. Mais malgré tout, pourtant, Donald Trump tient la dragée haute à Hillary Clinton. À quoi cela est dû? À cette faction dont parlait Kadiali. L'Américain moins blanc qui se retrouve dans son discours. Voilà, et l'Amérique est divisée. Parce qu'il y a un thème sur lequel l'Amérique est très divisée. Et certainement, les gens ne font pas attention. C'est cette histoire d'homosexualité que Obama leur a forcé en faisant valider l'homosexualité, le mariage pour tous par la Cour suprême. Et je vous dis, c'est quand il venait à Dakar en 2013 que cela a été acté. Mais vous savez, c'est une question qui divise. Parce que le Parti républicain est un parti qui est très porté sur la famille, qui ne peut pas s'imaginer que le mariage soit entre deux hommes ou deux femmes. C'est entre un homme et une femme. Et ça, je vous dis, les Américains moyens ne peuvent pas comprendre qu'on puisse leur forcer la main parce qu'on devait légiférer et que ce qu'Obama a fait n'est pas bien pour eux. Oui, il y a aussi le caractère puritain de la société américaine dans tout ça. Absolument. Et quand vous avez la chance de lire un roman comme le roman écrit par Nathaniel Hawthorne, La Lettre écarlate, vous comprenez qu'il y a... The Scarlet Letter. The Scarlet Letter. Vous comprenez que il y a cet héritage puritain. L'Américain, ne pensons pas que c'est un peuple dévergondé. C'est des gens qui sont très traditionnalistes et que cet héritage puritain, c'est des gens qui, surtout les républicains, qui font attention aux valeurs familiales. Et que quand la famille éclate, et qu'on puisse réinventer un peu le noyau familial, les républicains ne peuvent pas l'accepter. Très bien, on revient à vous tout à l'heure, Mamadou Thior. Kadiali, vous êtes toujours en ligne? Kadiali Diakité, vous êtes toujours en ligne? Oui. Devrait-on crier au scandale si Donald Trump gagnait cette élection américaine? Pas tout à fait, parce que quoi qu'on dise, Donald Trump est représentatif d'une certaine frange de la société sénégalaise, plutôt de la société américaine, qui s'est forgée au fil des ans depuis l'époque
de la conquête du Far West jusqu'à maintenant. Une Amérique qui s'est bâtie sur l'initiative personnelle, sur le courage, la détermination, et une sorte de loi naturelle qui rappelle un peu la loi de la jungle, c'est-à-dire la loi du plus fort et la loi du plus intelligent et du plus malin et de celui qui peut s'en sortir et pouvoir gagner ses rêves. Et c'est justement un peu pourquoi on peut dire aujourd'hui que l'Amérique, avec ce scrutin qui se déroule en ce moment, est véritablement l'Amérique de cette époque-là, où tout était possible pourvu qu'on puisse y mettre les moyens qu'il faut, et c'est ce que Donald Trump a compris, et c'est pourquoi il a pu tenir la dragée haute à Hillary Clinton, qui est un homme d'affaires, un homme du système. Oui, mais quelque part aussi, quelque part aussi, il s'est mis à dos la communauté hispanique, une partie de la communauté hispanique, une partie de la communauté africaine, américaine, et puis la communauté musulmane, tout ça. Mais on ne peut pas vouloir charmer l'Américain moins blanc sans pour autant se mettre à dos la communauté hispanique et la communauté noire et un peu la communauté... Qui ne sont pas négligeables, ces communautés quand même. Comment? Des communautés qui ne sont pas négligeables. Oui, tout à fait, qui ne sont pas négligeables, mais Donald Trump a voulu jouer en Paris. Il a voulu jouer en Paris parce qu'il considère que quelque part il y a une mutation qui est en train de s'opérer aux États-Unis, et il faut que quelqu'un prenne en compte cette mutation et puisse vraiment la bonifier à son compte. Et c'est ce qu'il a tenté de faire, et ça s'explique d'ailleurs que on a vu comment il a pu tenir malgré tous les problèmes, malgré le niveau assez bas de l'élection, de la campagne électorale qui est descendu même très bas en dessous de la ceinture, si on peut parler ainsi. Et malgré tout, Donald Trump, il tient toujours le flambeau et il avance et il crée de l'incertitude aujourd'hui. Et c'est cette incertitude qui fait qu'aujourd'hui, ce scrutin va se jouer sur le fil. On ne sait pas exactement comment les électeurs vont se comporter. Les républicains, avec leur puritanisme, ne veulent plus de Trump. Et ils se rendent compte qu'ils sont tombés dans un piège. Mais quel que soit ce puritanisme, il ne faut pas oublier que les Américains aussi ne veulent plus des politiciens, comme ils disent, les politiciens de Washington, qui n'en font qu'à leur tête, qui ne sont là que pour leurs propres intérêts. Ils en ont assez, et ils veulent du nouveau, ils veulent un langage nouveau et des hommes nouveaux, et beaucoup de gens trouvent en Trump cet homme nouveau-là, même si c'est un homme nouveau par défaut. Oui, et pour terminer avec vous rapidement, Hillary Clinton peut être la femme de la situation pour l'Amérique. Bon, la femme de la situation, en tout cas, c'est la première femme qui arrive au niveau du scrutin pour pouvoir briguer l'occupation du bureau ovale. Et ça, c'est quand même extraordinaire quand on regarde un peu l'histoire des États-Unis, qui a été marquée par des révoltes, notamment les révoltes consécutives à la revendication des droits civiques des Noirs. Mais à côté de cette revendication des droits civiques des Noirs, il ne faut pas oublier que l'Amérique a été également sujette à une revendication des droits civiques des femmes. Le droit de vote des femmes, ça n'a pas été facile à obtenir, autant pour les Noirs que pour les femmes. Elles ont connu un parcours très difficile aux États-Unis, et jusqu'à aujourd'hui, personne ne croyait qu'une femme pouvait arriver à ce scrutin-là. Elle pouvait dépasser le cap des primaires pour arriver justement à briguer carrément à travers un scrutin aujourd'hui l'occupation du bureau ovale de la Maison-Blanche. Donc sur ce plan-là, on peut dire que c'est quand même extraordinaire de voir que l'Amérique fait l'Amérique des exceptions, l'Amérique des surprises. D'abord, la première surprise, c'était l'arrivée de Barack Obama en tant que noir au palais, plutôt à la Maison-Blanche. Et aujourd'hui, ça va être peut-être ou Clinton qui va être également une autre surprise, ou Trump qui va être également une autre surprise. Donc on va de surprise. L'un dans l'autre, on aura une surprise. Voilà, tout à fait. Merci, Kadiali Diakité, journaliste écrivain. Mamadou Thior, on termine avec vous. Sincèrement, au-delà des sondages serrés, une victoire de Donald Trump est-elle à envisager? L'Américain sera-t-il prêt à élire un iconoclaste, on peut le qualifier ainsi, à la tête des États-Unis? La question est oui, Antoine. Et faut que les gens se détrompent, parce que les Américains sont capables du pire comme du meilleur. Parce que quand vous visitez l'Amérique profonde, vous comprenez que ces gens-là ne se soucient pas de ce qui se passe dans le reste du monde. Pour eux, le monde se limite à leurs frontières. Mais juste dire un mot sur les minorités qu'abordait Kadiali tout à l'heure. Vous savez, regardez ce qui se passe.
Donald Trump a très bien compris le jeu. Parce que vous prenez les Latinos ne sont pas très enthousiastes en faveur de Hillary Clinton. Même les Africains américains, vous avez vu, Barack Obama a déserté la Maison Blanche, la première dame. Tous ces gens-là pour voler au secours de Hillary Clinton. Ils battent campagne depuis une semaine. J'ai jamais vu depuis 100 ans un président américain qui déserte la Maison Blanche. Depuis 100 ans, on ne l'a pas vu. Donc ça veut dire que tous ces gens-là savent, dans le Parti démocrate, ils savent que leur candidat est en danger. Et quand un basketteur du nom de LeBron James, qui est une star de la NBA, bat campagne jusqu'à tenir un meeting commun avec Hillary Clinton dans l'Ohio, à Cincinnati, ça veut tout dire. Ça veut dire que le danger est là pour lui. Le danger est là pour Hillary, parce que jusqu'à présent, les Africains américains ne sont pas très enthousiastes, comme ils l'étaient en faveur d'Obama en 2008 et en 2012. Et que bon, vous avez vu hier, elle a terminé sa campagne en Caroline du Nord, qui a une majorité d'Africains américains. Donc la dame comprend très bien l'enjeu derrière ces minorités. Mais pourquoi j'ai parlé de Donald Trump? Donald Trump sait que s'il arrive à faire en sorte que les blancs restent encore majoritaires, peut-être dans 4 ans, les minorités vont un peu prendre le dessus. Mais jusqu'à présent, les blancs là, et ces blancs sont devenus comme des fanatiques pour Donald Trump. S'il arrive à les galvaniser, tout est possible. Et ça, Donald Trump l'a compris, parce qu'on a vu que lors des primaires, on n'a jamais vu autant de monde voter pour un candidat républicain. Donc, peu importe ce qu'on peut penser du candidat Donald Trump, il a réussi vraiment à briser des barrières et à faire en sorte que, bon, rien ne sera plus comme avant, parce que je pense que demain mercredi, cette élection est partie pour changer beaucoup de choses dans la démocratie américaine. Ce sera un nouveau tournant pour l'Amérique. Absolument. Merci Mamadou Thior, journaliste à la RTS. Vous êtes diplômé en littérature et civilisation américaine. C'est tout pour Point de vue. C'est fini pour cette édition. Un rappel de quelques titres lors des pharmaciens du Sénégal. Sur le double meurtre de Ndioum, réunion de crise à l'instant, il annonce d'importantes décisions. Le Sud-Just remet ça. Le syndicat des travailleurs de la justice a encore décrété 72 heures de grève. Le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme accuse le gouvernement de créer une insécurité judiciaire. Le prix du sucre en poudre a connu une hausse et ce sont les conséquences de la pénurie constatée sur le marché. Et puis Barthélémy Diaz vient d'être entendu par la commission ad hoc de l'Assemblée nationale chargée d'examiner la levée de son immunité parlementaire. Un rapport sera soumis à la plénière de vendredi. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Vincent Mamadou Diop, réalisation El Hadj Daouda Diouf. À la régie, il y avait Pape Omar Diaw. À 13h, la grande édition sera présentée par El Hadj Hassan Gueye. Tout de suite, c'est Dialgat Kibar. Excellent après-midi à toutes et à tous. 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 Et à tous.